Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par Monsieur Aussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Première partie, suite. Chapitre 21 5. Époque de Clisthène. Développement des institutions démocratiques de Solon, tribus et dèmes. C'est pour ces raisons que le peuple accorda sa confiance à Clisthène. Ayant pris la tête du parti populaire, Clisthène fit ses réformes sous l'archontat d'Isagoras, 3 ans après le renversement des tyrans, 508 ACN. Il commença par rétablir les Athéniens dans 10 tribus. Jusque-là, il n'y en avait eu que 4. Mais Clisthène voulait mêler davantage les citoyens les uns aux autres et faire participer un plus grand nombre d'hommes à la vie politique. De là, cette phrase qu'on adressa dans la suite à ceux qui voulaient réviser les listes des membres des familles. Ne vous occupez pas des tribus. Il porta le nombre des conseillers de 400 à 500, 50 par tribu. Auparavant, chaque tribu fournissait 100 conseillers. S'il ne répartit pas les citoyens en 12 tribus, c'était pour ne pas retomber dans les divisions déjà existantes des tritii. Les 4 tribus étaient en effet divisées en 12 tritii. Le peuple ne s'y serait pas suffisamment confondu. Le sol, qu'il divisa par dème, fut distribué en 30 parties, 10 dans les environs de la ville, 10 dans la Paralie et 10 dans la Mésogée. Et ces parties qu'il appela tritii furent assignées par le sort aux 10 tribus, à raison de 3 par tribu, si bien que chacune des tribus tenait à toutes les contrées de l'Attique. Les habitants de chaque dème formèrent entre eux un groupe de démotes, et pour que l'appellation patronymique ne pût trahir les nouveaux citoyens, on ne se servit plus pour désigner les citoyens que du nom du dème. L'usage du démotique à Athènes date de cette époque. Clisthène attribua aux démarques les mêmes fonctions qu'exerçaient autrefois les nocrares. Les dèmes remplacèrent en effet les nocraries. Pour les noms des dèmes, il les emprunta soit au lieu qu'ils occupaient, soit aux personnes qui avaient fondé le bourg, car nombre de lieux n'avaient pas de nom. Quant aux familles, aux fratries et aux sacerdoces, il les laissa tous subsister, respectant la tradition. Les 10 tribus reçurent les noms de 10 éponymes, que la Pythie désigna parmi les 100 héros choisis à l'avance. Chapitre 22. Clisthène, fin. Caractère démocratique des réformes de Clisthène. L'ostracisme. Après ces réformes, la constitution fut beaucoup plus démocratique que celle de Solon. Il se trouvait en effet que les tyrans, en ne les appliquant pas, avaient comme abrogé les lois de Solon, et que Clisthène en avait établi de nouvelles, où il se montrait préoccupé de gagner la foule. Du nombre était la loi sur l'ostracisme, 504 ACN. D'abord, 4 ans après que ces lois eurent été instituées, sous l'archontat d'Hermocréon, 501 ACN, fut imposé au Conseil des 500 le serment qu'il prête encore aujourd'hui. Ensuite, on élut les stratèges par tribu, un par tribu. Le polémarque avait encore le commandement de toute l'armée. 11 ans après, les Athéniens furent vainqueurs à Marathon sous l'archontat de Phaénippos, 490 ACN. Le peuple, que cette victoire avait enhardi, laissa pourtant passer 2 années encore
avant d'appliquer pour la première fois la loi sur l'ostracisme, 488 ACN. Elle avait été portée par défiance contre les chefs de parti trop puissants. On se souvenait que Pisistrate était chef du peuple et à la tête de l'armée quand il avait établi sa tyrannie. C'est un de ses parents qui fut le premier frappé. Hipparque, fils de Charmos, de Colitos, Clisthène, l'avait surtout visé en instituant cette loi et voulait le proscrire. Les Athéniens, en effet, avec la douceur de leur caractère, avaient laissé les amis des tyrans vivre tranquillement dans la ville, ceux, du moins, qui, lors des troubles, n'avaient pas participé à leurs excès. Ils avaient à leur tête et pour chef Hipparque. L'année suivante, 487 ACN, sous l'archontat de Télénisos, les 9 archontes furent tirés au sort, par tribu, parmi les citoyens de la classe des Pentacociomédines, que le peuple avait préalablement désignés. C'était la première fois depuis la tyrannie. Jusque-là, tous les archontes avaient été élus. La même année, Mégaclès, fils d'Hippocratès d'Alopéké, fut frappé d'ostracisme. On frappa 3 années encore les seuls amis des tyrans contre lesquels la loi avait été dirigée. La 4e année, 485 ACN, on commença à exiler tous citoyens des autres partis qui paraissaient trop puissants. Le premier frappé, en dehors du parti des tyrans, fut Xantippos, fils d'Ariphron. 2 ans après, sous l'archontat de Nicomédès, 483 ACN, les mines de Maroneia furent découvertes et l'exploitation eut bientôt rapporté 100 talents à l'État. Quelques-uns proposaient de distribuer cet argent au peuple. Thémistocle s'y opposa et, sans dire l'emploi qu'il comptait faire de cette somme, il conseilla de la prêter aux 100 plus riches Athéniens, à raison d'un talent à chacun. Si le peuple approuvait l'emploi, la dépense serait portée au compte de la ville. Sinon, les emprunteurs devraient restituer l'argent. À ces conditions, il obtint de disposer de la somme et fit construire une trière à chacun des 100. C'est avec cette flotte que les Athéniens combattirent les barbares à Salamine. Vers le même temps, Aristide, fils de Lysimaque, fut frappé d'ostracisme. 3 ans après, sous l'archontat d'Hypséchidès, 481 ACN, et à l'occasion de l'expédition de Xerxès, tous ceux qui avaient été frappés d'ostracisme furent rappelés, et on établit pour l'avenir que tout citoyen frappé d'ostracisme devait habiter entre le promontoire Géraïstos et le cap Skylaéon comme limites extrêmes, sous peine d'encourir la déchéance définitive de tout droit politique. Chapitre 23 6. Époque de l'aréopage. Progrès et sagesse de la démocratie athénienne. Aristide et Thémistocle. C'est ainsi qu'Athènes continuait de grandir, se développant peu à peu en même temps que la démocratie. Après les guerres médiques, le Sénat de l'aréopage reprit de l'influence et gouverna la ville, sans tenir le pouvoir d'aucun décret, mais parce qu'on lui devait la bataille de Salamine. Alors que les stratèges avaient désespéré de la République et fait proclamer que chacun pourvu à son salut, l'aréopage trouva des fonds, fit distribuer 8 drachmes à tous les combattants et les embarqua sur les vaisseaux. Aussi cédèrent-ils à son prestige, et le régime d'Athènes fut dans ce temps digne d'éloge. Car c'est alors que les Athéniens acquirent l'expérience de la guerre, que la ville sut gagner une grande gloire dans la Grèce, et qu'elle conquit l'hégémonie maritime que dut lui céder Lacédémone.
Les chefs du peuple en ce temps étaient Aristide, fils de Lysimaque, et Thémistocle, fils de Néoclès. L'un, dont la place était à la tête des affaires militaires, l'autre, qui avait la réputation d'un très habile politique, et par son équité, s'élevait au-dessus de ses contemporains. Aussi, l'un fut-il le général, l'autre le conseiller politique d'Athènes. Ensemble, ils dirigèrent la reconstruction des murs, quoiqu'ils fussent divisés entre eux. Ce fut Aristide qui entreprit de détacher les Ioniens de l'alliance de Sparte, et il épia le moment où la conduite de Pausanias avait rendu les Lacédémoniens odieux. Ce fut encore lui qui imposa aux villes alliées les premiers tributs, 2 ans après la bataille de Salamine, sous l'archontat de Timosthenes, 478 ACN. Et il fut prêté aux Ioniens le serment que désormais amis et ennemis seraient communs, en foi de quoi on jeta dans la mer des masses de fer rougi. Chapitre 24. L'Aréopage, fin. Aristide attire les Athéniens dans la ville, dureté de l'hégémonie athénienne. Ensuite, comme Athènes s'était enhardie et que de grandes richesses y affluaient, Aristide conseilla aux Athéniens de se saisir de l'hégémonie et de quitter la campagne pour venir habiter à la ville. Tous y auraient leur subsistance, les uns en faisant la guerre, les autres en gardant la ville, d'autres en prenant part à l'administration des affaires publiques. Ainsi, ils tiendraient solidement l'hégémonie. On l'en crut, et, prenant en main le pouvoir suprême, Athènes fit sentir à ses alliés une domination plus tyrannique, sauf à Chios, Lesbos et Samos, qu'elle considérait comme les gardiens de son empire. Aussi laissa-t-elle intacte la constitution nationale de ces 3 îles et l'autorité qu'elles avaient eue jusqu'alors sur leur sujet. En même temps, suivant la politique inaugurée par Aristide, on assura à la multitude largement sa subsistance. Il arriva que par les contributions extraordinaires, par les droits et impôts, par les alliés, plus de 20 000 hommes étaient nourris. Il y avait en effet 6 000 juges, 1 600 archers, et en outre 1200 cavaliers. Le conseil comptait 500 membres, les gardes des arsenaux étaient au nombre de 500, et les gardes en ville au nombre de 50. Environ 700 hommes exerçaient des magistratures dans le pays, environ autant en dehors du pays. Plus tard, quand Athènes eut entrepris la guerre, il y eut 2500 hoplites, 20 vaisseaux croiseurs, d'autres vaisseaux pour la perception des tribus, ayant à bord les 2000 hommes désignés par le sort. Ajoutons le prytané, les orphelins, les geôliers. Tout ce monde tirait sa subsistance des revenus publics. Chapitre 25. 7. Époque d'Éphialte et de Périclès, ruine de l'Aréopage. C'est donc ainsi qu'était assurée la subsistance du peuple pendant 17 années après les guerres médiques, 479-462 ACN. L'Aréopage conserva la direction suprême des affaires de la cité, quoique son autorité fût minée peu à peu. Mais, voyant le peuple croître en nombre et en force, Éphialte, fils de Somonides et chef du parti démocratique, homme qui passait pour incorruptible et guidé dans sa politique par la justice, s'attaqua au Sénat. Il se débarrassa d'abord d'un grand nombre d'aréopagites au moyen d'accusations intentées contre leur administration. Ensuite, sous l'archontat de Conon, 462
ACN, il enleva au Sénat toutes les attributions qu'il avait ajoutées à ses attributions primitives et qui lui assuraient la garde de la Constitution, pour les donner les unes au Conseil des 500, les autres au peuple et aux tribunaux. Dans cette entreprise, il eut le concours de Thémistocle, qui faisait bien partie de l'Aréopage, mais était sous le coup d'une accusation de médisme. Thémistocle, ayant résolu de renverser le Sénat, dit à Éphialte que ce corps allait le faire arrêter, et à l'Aréopage qu'il lui montrerait des citoyens conjurés pour le renversement de la Constitution. Il emmena donc les commissaires de l'Aréopage au lieu où se trouvait Éphialte, pour leur montrer cette réunion, et il se mit à leur parler avec animation. Éphialte, à cette vue, frappé d'effroi, s'assit, vêtu d'un simple chiton sur l'autel. Tous s'étonnèrent de cet événement. Après quoi, dans une réunion du Conseil des 500, Éphialte et Thémistocle accusèrent l'Aréopage et firent de même ensuite devant le peuple, jusqu'à ce qu'ils l'eussent dépouillé de son influence. Éphialte disparut peu après, assassiné par Aristodicos de Tanagra. C'est ainsi que la garde de la Constitution fut enlevée au Sénat de l'Aréopage. Chapitre 26. Éphialte et Périclès, suite. Affaiblissement des partis modérés, les Eugites admis à l'Arcontat, les juges d'Édème, le droit de cité. Il s'ensuivait un certain relâchement dans la pratique des institutions par le fait de l'ardeur des démagogues. Le hasard voulut, en effet, qu'à la même époque, les modérés n'eussent pas de chef véritable. Simon, fils de Miltiade, qui était à leur tête, était trop jeune et n'avait commencé que tard à s'occuper de politique. De plus, les guerres enlevaient au peuple ses meilleurs citoyens. Comme ceux-là seulement prenaient alors part aux expéditions, qui étaient inscrits sur les rôles, et comme les stratèges, placés à leur tête, n'avaient ni expérience de la guerre, ni d'autre titre que la gloire de leurs ancêtres, chaque expédition coûtait de 2 à 3 000 hommes, si bien que les modérés des deux partis, du parti populaire et du parti des riches, s'épuisaient à la guerre. Pour le reste, bien que, dans la pratique du régime politique, on n'observât pas les lois avec autant de respect que par le passé, on n'avait pourtant pas touché à l'élection des 9 archontes. Ce n'est que 5 ans après la mort d'Éphialte que l'on décida que les Eugites, eux aussi, pourraient être désignés par une élection préalable pour tirer au sort les charges des 9 archontes. Le premier Eugite qui fut archonte fut Nézétéides, 456 ACN. Jusqu'alors, tous les archontes avaient été pris parmi les pentacosiomédines et les cavaliers. Les Eugites ne remplissaient que les charges inférieures, à moins que quelque infraction aux lois ne fût commise par l'Édème. 4 ans après, sous l'archontat de Lysicratès, 453 ACN, on institua de nouveau les 30 juges, appelés juges d'Édème, et 2 ans plus tard, sous l'archontat d'Antidotos, 451 ACN, en considération du nombre croissant des citoyens, et sur la proposition de Périclès, il fut décidé que nul ne jouira des droits politiques s'il n'est pas né de père et de mère athéniens. Chapitre 27. Périclès. Fin. La guerre du Péloponnèse et l'hégémonie maritime. Le salaire des tribunaux. Périclès prit ensuite la direction du parti populaire. Il s'était déjà rendu célèbre en attaquant, jeune encore, Simon, alors que celui-ci rendait ses comptes au sortir de sa stratégie. Avec lui,
la Constitution devint encore plus démocratique. Il enleva au Sénat de l'aréopage quelques-unes des attributions qui lui restaient, et surtout, il tourna l'ambition d'Athènes vers l'empire maritime, si bien que la multitude enhardie tira de plus en plus à elle tout le gouvernement. 432 ACN. 48 ans après la bataille de Salamine, sous l'archontat de Pythodoros, éclata la guerre du Péloponnèse, durant laquelle le peuple, enfermé dans la ville et s'habituant au salaire qui lui était fourni pour chaque expédition, se décida, bon gré mal gré, à diriger lui-même les affaires publiques. Périclès est aussi le premier qui établit le salaire des tribunaux, mesure populaire prise contre l'opulence de Cimon. Celui-ci, qui avait une vraie fortune de tyran, ne se contentait pas de s'acquitter avec magnificence des services publics dont il était chargé, mais il nourrissait encore bon nombre de ses démotes. Chaque jour, en effet, tout l'Achiade n'avait qu'à se présenter chez lui pour être assuré de sa subsistance. Bien plus, aucun de ces nomènes n'était clos de murs, et y entrait qui voulait pour prendre sa part des fruits. La fortune de Périclès ne lui permettait pas de rivaliser avec un si grand seigneur, et il suivit le conseil de Damonides d'Oïé, le même qui, semble-t-il, lui inspira la plupart de ses mesures et fut plus tard, pour cette raison, frappé d'ostracisme. Puisque Périclès, disait Damonides, n'avait pas assez de sa fortune à lui, il devait donner au peuple l'argent du peuple. C'est ainsi que Périclès établit le salaire des juges. On lui a reproché cette mesure comme funeste. Dans la suite, en effet, les premiers venus mirent plus d'empressement à se présenter aux urnes que les modérés. Alors s'introduisit la corruption, dont Anytos donna le premier l'exemple après sa stratégie de Pylos. Accusé d'avoir perdu Pylos, il se fit acquitter en corrompant le tribunal. Chapitre 28. Athènes après Périclès, décadence de la démocratie athénienne, énumération et jugement des chefs de parti à Athènes. Tant que Périclès fut à la tête du parti populaire, le régime politique fut meilleur. Après sa mort, le mal empira beaucoup. 429 ACN. Pour la première fois, le peuple prit pour chef un homme qui n'avait pas l'estime du parti modéré. Jusque-là, c'étaient toujours des modérés qui avaient été à la tête du peuple, car, au début, le premier chef du peuple fut Solon, vint ensuite Pisistrate. Après la chute de la tyrannie, ce fut Clisthène, de la famille des Alcméonides. L'autre parti ne lui opposa point d'adversaire après la chute d'Isagoras. Ensuite, le parti démocratique eut pour chef Xantippos, l'aristocrate Miltiade. Après eux vinrent Thémistocle et Aristide, puis Éphialte à la tête du peuple, et Simon, fils de Miltiade, à la tête des riches. Ils eurent pour successeur dans le parti démocratique Miltiade, dans l'autre Thucydide, allié de Simon. Après la mort de Périclès, la direction de l'aristocratie passa à Nicias, celui qui mourut en Sicile, celle du peuple à Cléon, fils de Clémnétos, qui semble vraiment avoir perdu le peuple par ses violences. Le premier, il se mit à pousser des cris à la tribune et à lancer des injures. Au lieu de garder, comme les autres, une tenue décente, on le vit parler en retroussant son chiton. Après eux, tandis que l'autre parti obéissait à Théramène, fils d'Agnon, celui du peuple eut pour chef Cléophon, le luthier, celui qui le premier
assura au peuple la diobélie. La distribution du diobole eut lieu pendant quelque temps, puis elle fut supprimée par Callicratès de Paeania, qui avait d'abord promis de l'augmenter d'une obole. Cléophon et Callicratès furent plus tard condamnés à mort. Le peuple, en effet, quand il s'est laissé entraîner à une erreur, se prend d'ordinaire à haïr ceux qui l'ont poussé au mal. À partir de Cléophon, se succédèrent à la tête du peuple les démagogues les plus audacieux et les plus empressés à gagner la faveur de la multitude, sans voir plus loin que l'intérêt présent. À mon avis, les meilleurs hommes d'État qu'ait eu Athènes, après les anciens, sont Nicias, Thucydide et Théramène. Pour Nicias et Thucydide, il y a presque unanimité à les considérer, non seulement comme d'honnêtes gens, mais encore comme des hommes d'État fidèles aux traditions qu'ils tenaient de leur père, et ayant bien mérité de la cité. Pour Théramène, le jugement est plus contesté parce qu'il a vécu sous des régimes pleins de troubles. Il semble pourtant, à un examen attentif, comme on le lui reproche injustement, détruit tous les régimes, il les ait bien plutôt tous soutenus tant qu'il ne commettait pas d'illégalité, montrant qu'à cette condition, il pouvait, ce qui est le rôle d'un bon citoyen, les servir tous. Au contraire, l'illégalité commise, il ne se rencontrait plus chez lui la soumission, mais bien la haine. Chapitre 29 8. Époque des 400. Renversement de la démocratie. Le comité de salut public, les 5000. Tant que les chances de la guerre restèrent égales, les Athéniens conservèrent le régime démocratique. Mais, après le désastre de Sicile, et quand l'alliance avec le grand roi eut donné l'avantage aux Lacédémoniens, on fut forcé de renverser le régime démocratique et d'établir le gouvernement des 400. Pythodoros, fils d'Épizélos, fit la proposition, et Mélobios prononça le discours avant le vote du décret. Mais ce qui décida surtout la multitude, ce fut la pensée que le grand roi se porterait bien plus volontiers du côté des Athéniens s'ils établissaient un gouvernement oligarchique. Voici le décret de Pythodoros. Le peuple élira 20 autres commissaires, en outre des 10 qui sont déjà en fonction. Il les choisira parmi les citoyens âgés de plus de 40 ans et leur fera prêter le serment de s'entendre pour le salut de la cité et de rédiger la constitution qu'ils jugeront la meilleure. Il sera également permis à tout citoyen de faire des propositions par écrit afin que les commissaires prennent les meilleures décisions possibles. Amendement de Cléitophon. Il en sera pour le reste comme l'a proposé Pythodoros, mais les commissaires désignés devront aussi rechercher, pour les examiner, les lois que Clisthène a établies pour nos ancêtres quand il a fondé la démocratie, afin que, s'inspirant aussi de ces lois, ils fassent dans leurs délibérations en tout pour le mieux. Cela, dans la pensée que la constitution de Clisthène n'était pas une constitution absolument démocratique, mais celle qui se rapprochait le plus de la constitution de Solon. Les commissaires décidèrent tout d'abord que les Prytanes seraient tenus de mettre aux voix toutes les propositions faites en vue du salut public. Puis, ils supprimèrent toutes les accusations d'illégalité, de haute trahison et les citations, afin que tous les Athéniens de bonne volonté puissent prendre part aux délibérations. Quiconque frapperait un orateur d'une amende, ou le citerait en justice, ou le ferait comparaître devant un tribunal,
seraient poursuivis par voie de délation sommaire, saisis et traînés devant les stratèges. Ceux-ci remettraient le coupable aux 11, qui le puniraient de mort. Après avoir pris ces mesures, ils établirent la constitution que voici. Défense d'employer les revenus de la cité à d'autres dépenses qu'à celles de la guerre. Tant que la guerre durera, les magistrats ne toucheront aucun salaire, excepté les 9 archontes et les prytanes qui se succéderont à la présidence. Ceux-ci toucheront chacun 3 oboles par jour. Pour les droits politiques, en jouiront tous les Athéniens qui seront le mieux en état de servir la cité, de leur personne et de leur argent, et leur nombre ne sera pas inférieur à 5000, au moins tant que durera la guerre. Les 5000 auront, entre autres droits, celui de conclure des traités avec qui ils voudront. On élira dans chaque tribu 10 hommes âgés de plus de 40 ans, qui dresseront la liste des 5000, après avoir prêté serment, sur les chairs d'une victime parfaite.